On va pas tarder à commencer, alors, et n'hésitez pas à vous asseoir, à vous rapprocher, notamment pour la fin de la soirée, quand vous aurez des questions à poser pour qu'on vous entende très bien. Rapprochez-vous, n'hésitez pas. Bonsoir à toutes et à tous donc, et merci de nous avoir rejoint la grande halle de Colombelles, lieu, vous le savez, forcément très symbolique sur l'ancien site de la SMN. On est à 200 mètres à peine de la presqu'île hérouvillaise, où sortira d'ici quelques mois maintenant les premiers, peut-être les premiers immeubles, on verra ça tout à l'heure, mais en tout cas le futur quartier, éco-quartier Archipel, et on verra ce soir pourquoi ce nom également. Alors ce que vous allez voir ce soir, vous devriez normalement en avoir la primeur, parce que l'ensemble des éléments, les images, les explications, toutes les informations qu'on va vous communiquer ce soir n'ont pas encore été rendues publiques, donc vous avez plutôt bien fait de venir. Pour vous accueillir, Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville-Saint-Clair, et Jean-Luc Porcedo, président de Next City Ville et Projets. Messieurs, la parole est à vous. Bien, merci Maxence, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce bel univers qu'est la halle, tant demandé depuis un certain nombre d'années sur Colombelles, et c'est l'endroit où beaucoup de choses se font, se passent, réfléchissent, phosphore, pour justement faire en sorte que ce territoire de Caen-la-Mer soit un territoire en pleine dimension, en pleine évolution. Et si vous en êtes là ce soir, c'est que vous avez une attention toute particulière à ce que c'est, ce que doit être l'aménagement urbain de la ville d'Hérouville, mais aussi à l'échelle de Caen-la-Mer. Donc très heureux de pouvoir vous accueillir, très heureux de faire en sorte que chacun d'entre vous, que vous soyez promoteur, que vous soyez investisseur, que vous soyez concessionnaire, que vous soyez notaire, vous avez effectivement quelques, non pas des intérêts, mais d'avoir une vue d'ensemble de ce qui sera sur le territoire de la ville d'Hérouville. Et très heureux encore une fois de votre présence. Cela montre encore une fois toute la confiance et l'intérêt que vous portez à la fois de la ville d'Hérouville, mais aussi sur le territoire de Caen-la-Mer. On ne le répétera jamais assez, si nous sommes là ce soir, c'est aussi sur un projet hérouvillais, mais qui ne pourra pas se faire sans une politique volontariste à l'échelle de Caen-la-Mer. Et donc, après 2 ans de crise sanitaire, il était important enfin de se retrouver, parce que de mois ou de 6 mois en 6 mois, on avait tendance à retarder par rapport à cette crise sanitaire, parce qu'on voulait justement vous faire partager tout le travail qui a pu être accompli depuis, j'ai envie de dire, depuis 2010, parce que si nous sommes là encore une fois ce soir, eh ben, c'est tout un travail de longue haleine avec l'ensemble des collectivités. En 2010, nous avons créé avec, à l'époque, Philippe Duron, président de Caen-la-Mer, de l'agglomération, de se projeter sur un aménagement urbain sur l'ensemble du territoire, et donc Hérouville, Caen, Colombelles, mais aussi Mondeville. Et 10 ans après, eh bien, nous sommes très fiers de vous montrer, d'affirmer que l'envie et la motivation nous passionnent tout autant, toujours autant, et qu'il était important pour que les maires que nous sommes soyons aussi des facilitateurs d'aménagement urbain, des facilitateurs de construction, de co-construction avec l'ensemble des acteurs que vous êtes. Et c'est une réelle fierté que nous vous accueillons donc dans cette grande halle. Et puis vous l'avez vu, vous voyez quelques photos. On a essayé de trouver, enfin on a enfin plutôt trouvé un nom. Un nom, parce qu'il faut avoir une connotation toute particulière, à la fois une connotation politique dans le bon sens du terme, et l'éco-quartier, la presqu'île hérouvillaise, eh bien, est devenue, avec son nom, sa dénomination, eh bien, un éco-quartier que l'on appelle Archipel. Donc que chacune et chacun d'entre vous puissiez avoir ce repère dans la sémantique, et que l'on parle d'Hérouville, oui, mais qu'on parle plutôt de l'archipel à l'échelle de Caen-la-Mer.
Donc, comme vous le savez, on a toujours su démontrer à Hérouville qu'on était en capacité, bien sûr, comme Hérouville l'a pu le démontrer ces dernières années avec son renouvellement urbain, reconstruire la ville sur la ville, transformer la ville, faire en sorte que ces quartiers changent de physionomie, faire en sorte que la politique de la ville donne tout son sens, comment faire en sorte que chacun puisse travailler, puisse vivre, être éduqué ou suivre une formation, et tout ça dans une dynamique partagée de cohésion et de cohésion sociale. Et le terme cohésion sociale prend tout son terme avec le projet que nous vous présentons ce soir. Donc que ça soit sur une volonté architecturale ou urbanistique, je pense qu'on a essayé sur le territoire d'Hérouville d'avoir pu répondre à pas mal ou à beaucoup de promoteurs, d'investisseurs. Et je suis très fier qu'au terme de la rénovation urbaine d'Hérouville, eh bien, nous aurions réussi ce pari en l'espace de 10 ans de transformer cette ville. Mais nous n'avons plus d'emprise foncière. Et c'est pour cela qu'il y a 10 ans, on s'était engagé, nous sommes engagés pour faire en sorte que ça devienne aussi que sur Caen, parce qu'on ne connaissait pas plutôt sur Caen-la-Mer, une partie d'Hérouville, et très fier de pouvoir démontrer qu'à Hérouville, ce n'est pas uniquement des quartiers urbains avec son développement économique, mais il y a des friches, ces friches industrielles, que chacun d'entre vous connaisse, des friches industrielles et portuaires qui avaient besoin d'être transformées, d'être reconquises pour faire en sorte qu'à l'échelle, encore une fois, de Caen-la-Mer, nous puissions avoir cette volonté, avec cette politique forte, de pouvoir construire à la fois des logements, des commerces, mais aussi des équipements publics. Donc, comme vous le savez, la SPLA de Caen, la SPLA Caen Presqu'île qui a été créée, et elle a été bien sûr accompagnée avec l'ensemble des collectivités territoriales. J'ai cité les principales villes bien sûr concernées, mais rien n'aurait pu se faire avec la région, avec le département, Caen-la-Mer bien sûr, mais aussi Port de Normandie, qui ont pris aussi la teneur de ce projet et de le faire participer à l'ensemble des habitants, mais aussi l'ensemble des acteurs que vous êtes. Alors ça a été un travail, il y a entre 2010 et maintenant plus de 10 ans, près de 12 ans. Ça a été un travail, comme je disais tout à l'heure, très important. Ça avait commencé sur un concours d'architectes qui a permis justement de pouvoir élaborer un plan guide avec MVRDV, l'architecte, qui a permis de déterminer un peu un fil conducteur de ce que pourrait être l'avenir de Caen-la-Mer entre Colombelles, Hérouville, Mondeville et bien sûr Caen. Et on le voit tout de suite sur l'explosion de demandes de logement qui est très important. Ça prouve bien qu'il y a une demande, et bien satisfaire une demande, une attente à la fois pour les investisseurs, mais aussi pour celles et ceux qui veulent devenir aussi propriétaires et avoir bien sûr un patrimoine immobilier. Donc on le dit souvent, c'est une belle aventure humaine et urbaine, composée d'hommes et de femmes qui ont vraiment l'envie de pouvoir justement être des véritables acteurs autour de l'innovation et le développement urbain et surtout le développement durable, car l'écoquartier, comme vous le savez, c'est un terme qui peut être un peu galvaudé, mais au moins ça nous permet de réfléchir ensemble, de lancer des prospectives, des projections sur la façon dont on doit aussi repenser le mode d'habiter, le mode de fonctionnalité entre le développement économique, l'habitat, la culture, mais aussi ce rapport à l'eau. Je crois que ce qui fait la particularité de l'écoquartier Presqu'île Archipel, c'est qu'on a voulu, mais quand je dis ça, on n'a rien inventé, parce que c'est ce que font toutes les grandes métropoles, toutes les grandes communautés urbaines. Elles se tournent vers leurs canaux, vers leurs fleuves, et de pouvoir justement transformer leur agglomération. Et bien là, c'est avec le canal, et c'est une véritable opportunité entre le canal l'Orne, mais aussi à 12 km de la mer. C'est aussi une particularité d'Hérouville et une opportunité qu'il faut saisir. Et bien sûr, on le fera avec celles et ceux qui veulent continuer cette belle aventure, car bien sûr, il va falloir, avec abnégation, continuer cette belle aventure. Alors, ça a été aussi un projet autour d'un projet d'intérêt majeur, sans ce PIM. Je ne sais pas si vous le connaissez, le projet d'intérêt majeur, on en parlera peut-être tout à l'heure avec l'ensemble des acteurs, qui a été signé en 2019. Et justement, ça avait véritablement une vocation pour faire en sorte que les mutations urbaines soient effectives à l'échelle de l'agglomération, et particulièrement avec Caen et Hérouville. Donc, très heureux encore une fois, depuis maintenant
4 ans, on va dire, parce qu'en presque 3 ans, 4 ans, en décembre 2018, la ville d'Hérouville a lancé la création d'aménagements concertés, la ZAC communale, à l'issue d'un excellent travail qui a été réalisé par le cabinet d'architectes et urbanistes Ruel. Ça nous a permis aussi de développer, de continuer dans ce fil conducteur et de se dire, mais oui, ça, on a oublié ça, on a oublié ceci. Il faut repenser aussi sur le mode de développement durable. Eh bien, ça nous a donné aussi la continuité, la réflexion. Et ensuite est arrivé en janvier 2020 l'aménageur qui a été choisi et donc je voulais particulièrement remercier toute l'équipe de Next City que j'apprends à découvrir depuis maintenant quelques mois ou d'un an et demi, 2 ans, qui montrent encore une fois tout leur professionnalisme justement et toute leur volonté de pouvoir faire en sorte d'accompagner une collectivité et de pouvoir réussir ce pari de transformer aussi une partie de Caen-la-Mer, avec bien sûr l'agence LAC dirigée par Claire Shorter qui interviendra aussi avec Thierry Laverne de ALPS, c'est bien ça, qui nous accompagne donc encore une fois depuis quelques mois pour la création de ces écoquartiers. Je ne suis pas trop long, ça se termine. Donc voilà, un écoquartier, ça a plusieurs ambitions. Il est tourné, comme on dit souvent, vers une alliance inédite entre la nature et l'architecture. Je pense qu'il y a aussi une véritable opportunité et c'est un domaine sur lequel on sera, entre guillemets, intransigeant. Et j'ai toujours souhaité, justement, en discutant avec l'ensemble des promoteurs, que vous êtes investisseurs aussi, et surtout dans le cadre de la rénovation urbaine, on disait souvent, on n'arrive pas à construire, monsieur le maire, parce qu'on n'a pas de foncier de disponible, vous ne maîtrisez pas suffisamment, vous n'anticipez pas, mesdames, messieurs les élus, la maîtrise foncière. Et bien là, ça y est, c'est chose faite. On est parti de 300 hectares sur l'ensemble de Caen-la-Mer et on en a 22 hectares à l'échelle d'Hérouville, et ça vous donne voilà, une projection, une vue aérienne que moi je trouve ça assez motivante et qui nous permet encore une fois de nous inscrire sur plusieurs années. Si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps qu'on aurait commencé et qu'on aurait commercialisé la volonté. Voilà, donc 1300 logements qui vous sont accordés, les bons de commande vous seront livrés juste après le pot de l'amitié, donc bien sûr composé de logements individuels, de logements collectifs, public-privé. C'est la mixité sociale qui doit primer avant toute chose de cet écoquartier. Ça, j'y insiste particulièrement. On ne peut pas se permettre de créer des écoquartiers dits bobos, avec une seule et même catégorie de population. On a l'impérieuse obligation de réfléchir et de définir ensemble ce que l'on met dans la cohésion sociale. Eh bien, c'est aussi de différencier, de diversifier l'offre à tous les stades de la construction de la vie des uns et des autres, de 7 à 77 ans et bien au-delà. Donc, encore une fois, c'était important de pouvoir le rappeler, de faire en sorte que cette mixité sociale et fonctionnelle soit les mots ou le fil conducteur, encore une fois, pour faire en sorte que nous puissions montrer et démontrer que lorsqu'on part de rien, on est en capacité de pouvoir faire en sorte que cet écoquartier deviendra une véritable opportunité pour les uns et les autres. Voilà, donc on m'avait donné une dizaine de pages depuis pour continuer, mais sachez encore une fois qu'en tant que maire, depuis un certain nombre d'années, comme je disais, en 10 ans, je pense qu'on a fait pas mal de choses. On souhaite le continuer avec Ghislaine Ribalta, qui est ma maire adjointe à l'urbanisme. Et donc, on travaille d'arrache-pied. On essaie justement d'être facilitateur dans des belles opérations comme celle-ci. On a aussi l'impérieuse obligation de préparer l'avenir. On transmet, bien sûr, on reçoit, mais on reçoit, mais aussi on doit transmettre. Et transmettre, eh bien, effectivement, des perspectives d'aménagement urbain, c'est tout le rêve de tous les élus. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'avant 2026, donc tu le disais Maxence, dans quelques mois, peut-être pas, ça serait si ça ne tenait qu'à moi encore, mais d'avoir un projet finalisé à partir de 2023. Voilà, les projets, les premiers travaux d'aménagement, on va le dire comme ça, en 2023, en espérant que chacun puisse garder sa ligne
qu'on puisse respecter les échéances. On ne sait pas ce que deviendra la situation, mais pour autant, là, on est véritablement dans une dynamique, une véritable opportunité pour l'ensemble des produits immobiliers. Eh bien, saisissons cette belle opportunité et inscrivons-nous, voilà, pour l'avenir, pour construire, comme le dit souvent, construisons un avenir durable. Et je pense que voilà, ça ne sera pas un vain mot. On aura tous réussi ensemble, de près comme de loin, à avoir transformé, bien sûr, après la ville d'Hérouville et à avoir créé ce bel écoquartier archipel qui me passionne. Et j'espère vous le faire partager pendant cette soirée et que nous puissions continuer cette belle aventure, comme je disais, humaine et urbaine, au profit et plutôt au bénéfice de celles et ceux qui veulent s'installer à Hérouville et surtout celles qui veulent venir de tous les territoires de la Normandie ou bien de la France. On aura réussi à véritable pari ensemble. Merci à toutes, merci à tous. Merci Rodolphe Thomas. Jean-Luc Porcedo, vous avez du coup 15 secondes. C'est ça, mais monsieur le maire a tout dit. Bon, on commence mal. Essayez de ne pas abîmer le matériel, comme vous dites. Bonsoir, merci monsieur le maire pour vos propos. Et merci de nous accueillir dans cet très bel endroit que je ne connaissais pas, qui est vraiment un bel endroit. Et merci de nous accueillir sur votre commune pour ce beau projet. J'ai envie de démarrer par dire enfin, mais vous l'avez dit aussi monsieur le maire, enfin se retrouver ce soir. Effectivement, on avait prévu, programmé cette manifestation dès le départ de cette aventure. Et puis les péripéties, on va dire, sociales et sanitaires ont fait qu'on l'a reporté une première fois, une deuxième fois, peut-être presque une troisième. Et qu'enfin on se retrouve. C'est plutôt bon signe pour le projet, c'est plutôt bon signe pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on commence à se retrouver, à retrouver une vie normale. Merci, enfin, merci de nous accueillir pour ce projet. On entend tous, et particulièrement les professionnels que vous êtes, aujourd'hui beaucoup parler des friches industrielles, de la reconstruction de la ville sur la ville, voilà, de tous ces sujets-là. Et puis en fait, on en entend beaucoup parler, mais on ne voit pas beaucoup se réaliser. Et merci d'être à l'initiative de cette ambition, de ce projet, parce qu'effectivement, voilà, c'est bien le cœur du sujet. La reconquête d'un territoire sur le territoire municipal, la transformation du territoire et la capacité à offrir à nos concitoyens des conditions de logement, de la qualité du logement, des ambitions environnementales, des services. C'est bien tous les sujets qui vont, on va dire, articuler, croiser cet ambitieux projet. Et enfin, merci, nous, Nexity, de nous avoir choisis en tant que concessionnaire, aménageur, pour vous accompagner. C'est un peu l'objet de ce soir, c'est l'étape 1, on va dire, vis-à-vis de vous, de nous avoir choisis pour accompagner Nexity Ville et Projets, Nexity Foncier Conseil. Je prends 2 minutes pour nous présenter. 2 filiales aménagement du groupe Nexity, 2 filiales qui mutualisent des expertises sur les projets, grands projets complexes, plutôt Ville et Projets, qui mutualisent de la compétence, de la proximité sur d'autres projets d'aménagement. C'est Nexity Foncier Conseil. À la fois travailler à vos côtés dans la proximité et à la fois, on va dire, vous aider à raconter la vie d'un projet au-delà des frontières communales et du territoire. C'est aussi important pour nous de montrer que, et je me permets de le dire, c'est rare qu'il y a des élus qui s'engagent sur des grands projets, qui s'engagent à développer, qui s'engagent à construire. C'est compliqué parce que c'est souvent des sources de contestation, monsieur le maire. Et donc c'est à noter, à remarquer pour nous dans nos métiers qu'il y a des élus qui se lancent encore dans des grands projets, qui ont envie de transformer. Voilà, donc merci pour ces 3 éléments. Vous avez tout dit sur la présentation, sur le déroulé, donc je ne vais pas être très très long. Vous nous avez choisi en 2020, la ZAC avait déjà été constituée, il y avait 2 principaux piliers sur la mixité sociale et l'environnement. Depuis, on a renforcé, constitué une équipe élargie, beaucoup travaillé, Madame la maire adjointe, régulièrement, presque tous les 15 jours, voire un peu plus parfois. Nos équipes, moi un peu moins, parce que je viens moins souvent. On a élargi, on va dire, le partenariat à l'équipe avec, vous le disiez, Kershorter, avec Thierry Lavigne, avec Thierry Laverne, excuse-moi, avec Terrao sur les sujets de développement durable, c'est-à-dire qu'on a fait une équipe solide, je crois, et qui le montre et qui va le montrer. Et puis on s'est ouvert au-delà à Aménagéo et à Magéo sur les questions, on va dire, de l'eau, les questions de pollution, parce que c'est des sujets qui sont
pas inquiétants et qui en même temps nous permettent d'avancer. Voilà. On a constitué cette équipe au service de la ville, puisqu'on est, entre guillemets, on peut dire la cheville ouvrière ou le bras armé, ça dépend. On va après rentrer dans une deuxième étape avec un ensemble de partenaires qui peut-être seront choisis, ou des promoteurs, des architectes, des bureaux d'études. Voilà, c'est une longue aventure, vous l'avez dit, ces projets-là, ça prend du temps. Ils fonctionnent parce qu'il y a une très très bonne relation, et merci de l'avoir souligné, entre le prescripteur, la collectivité, l'aménageur et le groupement, l'équipe qui s'occupe, on va dire, du cadre du projet. C'est extrêmement important et c'est vrai qu'on sera garant et vigilant que les partenaires qui vont nous rejoindre dans cette aventure soient engagés sur ces, ce que je pourrais presque appeler un état d'esprit. Un état d'esprit de garantir les usages, l'ambition des usages, l'ambition de l'environnement, l'ambition architecturale. C'est un peu notre rôle, c'est un peu notre boulot. On a une urbaniste, architecte qui va veiller à ça, mais parce que je crois que c'est la qualité. Ces projets sur du long terme fonctionnent, se réalisent et donnent satisfaction d'abord aux habitants, ensuite aux élus et ensuite aux opérateurs, parce que justement, on est toujours au rendez-vous de l'exigence. Voilà, merci. Merci à vous Jean-Luc Porcedo. On va en profiter pour lancer un petit film pour, voilà, tout en immersion, rentrer dans ce projet qui est de plus en plus concret. Ça va tourner en boucle là, je crois. Je voudrais en profiter. Alors là, on a fait une courte séquence. La présentation dure 8 minutes. Donc on s'était dit, est-ce qu'il fallait faire plus court en soi? Donc elle sera présente ou représentée. Elle est toujours présente d'ailleurs sur le site de la ville d'Hérouville. Et je voulais en profiter pour remercier une jeune équipe de jeunes créateurs. Je crois que c'est ATJ. Des jeunes que j'ai rencontrés un peu par hasard lors d'une manifestation et qui ont fait la conception 3D de ce que vous avez entrevu. Mais vous regarderez les 8 minutes exactes de cette vidéo. Ça montre encore une fois le professionnalisme de ces jeunes qui font vraiment du modélisme et on a vraiment envie d'aller encore un peu plus loin dans la démarche. J'aurais voulu vous montrer cela avec les saisons, il pleut, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà, c'est aussi la construction d'un projet de ce type. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup. On poursuit avec deux artisans très importants dans ce projet. Vous avez envie de rester? Vous pouvez rester, non? Très bien. Ben, allez vous installer. On va vous remplacer par deux autres personnes très importantes dans ce projet, dans ce grand développement. Claire Shorter, architecte à la tête de l'agence LAC, connue en France notamment pour des travaux sur le quartier Saint-Sauveur à Lille depuis 2013 et puis depuis 2017 sur l'île de Nantes. Et à vos côtés, donc, Thierry Laverne, paysagiste. Pas Lavigne, non, Laverne. Et à la tête d'Alps. Mais attention, parce que vous allez me détraquer également. Alors, le film que nous venons de voir, effectivement, est parti sur la base des intentions de 2018, au moment de la création de la ZAC. Est-ce que, depuis, il y a eu beaucoup de changements dans votre réflexion? Tout simplement, que vous inspire ce film, Claire?
Le film est vraiment très inspirant parce qu'il se base sur l'humain dans la ville et par les espaces publics principalement. C'est comme ça que j'ai en tout cas vu le film la première fois. Une deuxième réaction, ça a été quand même que on est au bord d'un canal et donc on est dans un site, même si c'est une friche industrielle, qui a des qualités de nature très fortes. Et donc, notre approche dans le projet a été de révéler encore un peu plus et tenter de révéler encore un peu plus ces qualités de nature, ces qualités de paysage dont Thierry va parler dans ce site merveilleux, puisqu'on est entre le canal et l'Orne, donc on est entre deux eaux. Et donc, comme on est entre deux eaux, la notion d'île, ou plutôt de hameau, nous a paru évidente. Et donc, on a magnifié aussi cette présence de la nature dans le quartier. Et donc, ces hameaux, comment vous avez réussi à les délimiter ? Alors, on va le voir tout à l'heure, puisqu'on a toute une présentation pour vous expliquer tout ça. On a un vrai sujet lié à l'eau, donc à l'eau qui est présente, sous-jacente, qui est paysage et qui est même monument, comme dit Thierry. Mais on a aussi un sujet de rejet des eaux de pluie issues des toitures, des routes, des venelles, des rues. Et donc on a utilisé ces eaux de quartier pour recréer des espaces qui accueillent et qui tamponnent l'eau avant qu'elle rejoigne le milieu naturel, qu'on a appelé des chenaux, et qui sont aussi des vrais liens entre justement de biodiversité, de paysage entre l'Orne et le canal, et qui permettent, où qu'on habite dans le quartier, d'avoir un œil sur la nature. Et c'est vraiment la qualité première qu'on a voulu de ce site, puisqu'il est quand même un petit peu éloigné, on va dire, en tout cas en vis-à-vis d'Hérouville sur le continent. On appelle ça le continent d'Hérouville. Nous, on est sur la presqu'île. Et donc, l'inconvénient d'être éloigné des aménités du quotidien de la ville est largement compensé par l'avantage d'être à proximité directe de la nature. Hugo, je me tourne vers vous. Au niveau de la présentation, on peut partir sur la présentation. C'est parti. Je vous laisse la main. Donc je vais passer la parole à Thierry. Un petit mot de Thierry et c'est parti. Pour commencer. Oui, bonsoir. Alors, on est effectivement, nous, très heureux de faire ce projet parce que ce sont des conditions absolument incroyables, c'est-à-dire d'être non seulement au bord du fleuve, mais au milieu du fleuve, et puis sur un site où on est en train de restaurer une nature qui avait disparu pour réinventer un quartier urbain et montrer qu'on peut à la fois réconcilier effectivement naturalité et urbanité sur des sites qui étaient dégradés. Et plutôt que d'aller ailleurs et s'implanter aux dépens de la campagne, on peut s'installer ici sur des anciens sites artificialisés, industriels, pour effectivement réinventer la ville et retrouver, le film le montre, une qualité urbaine liée à cette immersion dans la nature qui est absolument inédite et qui va faire de ce quartier une attractivité vraiment métropolitaine et nationale, comme disait monsieur Rodolphe Thomas tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris un peu pour présenter... Ah oui, c'est vrai, c'est moi de faire tout. Voilà. Claire, voilà Thierry. Ouais, vas-y, fais-le. Allez, prends la parole. Voilà. Bon. Non, la situation est vraiment merveilleuse. Quand on a la chance de travailler à Caen, ce qui nous arrive effectivement dans ce cadre de ce projet-là et d'autres projets, on se dit que ce monument naturel de l'Orne, on n'a pas une montagne, on n'a pas le lac d'Annecy, on a l'Orne. À Caen, on a l'Orne. Et quand on dit Caen-la-Mer, ça veut dire qu'effectivement, ce monument naturel du fleuve est l'armature principale de la métropole. Et donc, du coup, réinvestir cette armature pour en faire à la fois un monument de nature et aussi un espace urbain à habiter est une chance incroyable, une responsabilité aussi du projet métropolitain dans lequel s'inscrit Hérouville. Et on voit bien cette figure-là, la mer c'est là, quand la mer c'est là. Et donc cette question de l'estuaire et du rapport entre les prairies qui sont monuments naturels classés et la presqu'île qui est un ancien site industriel mais qu'on doit pouvoir reclasser en espace naturel et urbain, c'est tout l'enjeu du projet et le plaisir de le faire. Image suivante. Voilà. Donc cette image-là, elle est mémorable. Donc on se rend bien compte que ce plan d'eau est absolument un monument, un espace public majeur pour la métropole, un espace public majeur effectivement à réinvestir à Hérouville et à Colombelles aussi, puisqu'on est en vis-à-vis. Et puis une figure tellement attractive que ça va devenir effectivement une destination mémorable à l'échelle métropolitaine. Et ces situations sont déjà habitées aujourd'hui, parce qu'effectivement sur les rives d'Hérouville
le canal, le miroir du canal est absolument superbe et le plaisir d'habiter a déjà été effectivement adopté par beaucoup de monde sur cette rive du canal. Sur l'autre rive aussi, l'image suivante, on se rend compte que face à ce monument presque urbain du canal, par le miroir qu'il offre, on a le monument naturel de l'Orne sauvage. Et là aussi, cette dimension sauvage, c'est la deuxième face de Janus de cette dimension de l'estuaire, avec l'Orne canalisée qui est absolument magistrale et l'Orne naturelle qui, elle aussi, dans sa dimension naturelle, avec même ici la piste cyclable, montre bien effectivement le plaisir qu'on va avoir à réinvestir cet espace. Je suis trop long, Ghislaine? Image suivante. Et donc finalement, ces deux images-là nous montrent un petit peu comment les prairies qui sont déjà reconnues comme monuments naturels par le conseil départemental, c'est vraiment effectivement un monument classé de nature, et la presqu'île, et ben on est finalement dans la même situation, sauf qu'il faut effectivement réinvestir cette nature pour la rendre à la fois urbaine, attractive, et qu'elle retrouve des valeurs d'usage et même des valeurs d'habiter. Donc entre le parc naturel des prairies de l'Orne et de l'Odon en amont et la presqu'île naturelle, voilà qu'on va habiter, on a cette espèce de continuité d'un projet qui est à la fois naturel et urbain. Bien sûr, l'histoire de l'Orne, et je ne vous apprends rien, mais c'est toujours du plaisir de se la raconter, cette histoire. C'est une histoire, c'est un monument hydraulique, hein, l'Orne, le canal qui est arrivé pour effectivement arriver à faire un port à Caen. Et cette connivence qu'il y a entre la vallée et la rivière et tous ces méandres que dessinait l'eau pour finalement faire de ce grand marais un marais qui était cultivé, avec les prés chaque pré avait un nom et chaque pré était cultivé, était un verger. Et donc petit à petit, cette figure-là a disparu. Et on est finalement au cœur du projet maintenant, sur l'image suivante, en train de se dire, ben voilà, on a aujourd'hui, maintenant que l'Orne est canalisé en haut et que l'Orne naturel est rejeté un petit peu sur le côté, un peu ignoré aujourd'hui, maltraité peut-être même, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là où on a finalement un projet à 4 rives? Et c'est assez rare d'avoir 4 rives. Et donc de se dire, entre la rive d'Hérouville sur le canal et la rive de Colombelles sur l'Orne naturel, qui sont 2 rives habitées tout à fait attractives, on a la possibilité d'habiter au centre, sur cet espace-là artificiel, mais qui offre à la fois le plaisir d'habiter en vis-à-vis d'Hérouville et aussi en vis-à-vis de Colombelles. Un mot? Juste un petit mot sur cette image et sur la précédente et la différence entre l'Orne naturel qui n'est plus naturel en fait dans ce secteur, c'est que ça a été un territoire extrêmement remblayé par les bouts de dragage du canal et également d'autres remblais. Et que donc on est à 3-4 mètres au-dessus du terrain naturel de l'Orne historique, hein, de la vallée, et que cette plateforme industrielle a aujourd'hui retrouvé un petit peu de nature, de friche, mais que donc tout le travail pour retrouver l'Orne et les continuités écologiques, c'est aussi un travail de sol qu'on mène avec Magéo et Ménagéo, et tout un travail d'équilibre entre ce qu'on enlève, ce qu'on garde, etc. C'est un des enjeux majeurs de nos projets désormais, c'est quand on restaure effectivement des sites artificiels, c'est effectivement d'arriver à réinventer une nature là où la nature avait disparu. Et ça fait partie de la démarche écoquartier. Et voilà, et le fait d'habiter cette rive permet effectivement de restaurer la nature aussi. Image suivante, du coup. Donc voilà. Et cette image-là, finalement, c'est l'introduction du projet, c'est la conclusion d'aujourd'hui, puisque le site s'appelle Archipel et que les premiers schémas qu'on faisait avec Claire à l'époque, c'était celui-là, c'était celui d'un archipel. C'est-à-dire comment effectivement, à l'endroit où l'Orne naturelle et le canal sont les plus proches, où ce sentiment effectivement des 4 rives est proche d'être du sentiment d'habiter une île, comment est-ce qu'on peut restaurer l'écosystème entre le canal et l'Orne naturelle au travers d'un projet urbain et de paysage qui va effectivement remettre en relation 2 systèmes hydrauliques qui sont déconnectés, 2 systèmes naturels qui sont déconnectés, et faire effectivement que au travers du projet urbain, on puisse tirer des bords, tirer des méandres, et finalement, d'île en île, reconstituer effectivement ce sentiment de l'archipel qui va relier à la fois l'Orne naturelle et le canal. Donc finalement, on voit ici l'image du projet urbain à la grande échelle de MVRDV. Ils avaient appelé, je crois, le site Presqu'île Eurovillage et paysage habité. Donc finalement, c'est donner vraiment une valeur à ce nom paysage habité que de retrouver cette intrication entre ces îlots bâtis et ces espaces de nature qui vont relier le canal à l'Orne. Donc l'histoire du projet en 2 slides rapidement.
C'est le zoom sur ce qu'on appelait paysage habité quand MVRDV a fait ce travail en mai 2016. Alors à l'époque, il y avait un franchissement au cœur du projet avec une grande place, une grande darse et une rue, l'ancienne départementale, qui passait au milieu du quartier, et des routes et des voies aussi périphériques à tous les îlots. Le projet Ruelle en 2016, donc, qui a été une faisabilité urbaine, a permis d'installer un autre élément, on va dire, d'espace public majeur qui s'appelle la proue, que vous voyez à gauche de l'image, qui intégrait une passerelle piétonne. Voilà, ici. Alors, je sais pas, ça marche pas ce truc. Moi, je suis pas douée. Enfin, je suis trop douée ou pas assez. Il n'y a pas que moi. Hein. Je suis trop... Ah oui, voilà. Voilà. Et donc la darse était toujours présente, mais il y avait un ensemble de rues qui passaient également sur le quai. Donc tout le travail, on a fait aussi un gros travail sur la question de la mobilité pour apaiser aussi le quartier et le rapport à la voiture. Et donc vous allez voir le plan qu'on va décortiquer dans les diapos suivantes. Donc ce que vous voyez ici, ce qui apparaît le plus franchement, ce sont ce qu'on a appelé des jardins d'eau ou des chenaux qui mettent en relation la vallée de l'Orne et le corridor écologique de l'Orne avec le canal et qui entourent 4 îles ou 4 petits hameaux, chacun faisant environ 300 logements, chacun ayant son petit parking silo, sa petite placette, son petit espace de vie. Tous évidemment ouverts sur le canal, mais proposant aussi des vues et des ouvertures latérales pour que finalement on habite quasiment partout au bord d'un parc, au bord d'un espace de nature. Et ça, c'est une grande qualité pour ce projet d'archipel. Juste un petit mot, le plaisir de l'île, c'est qu'il n'y a pas de mauvais côté sur une île. Le littoral d'une île, il est partout, et on habite au vent ou sous le vent, au nord ou au sud, mais on est toujours effectivement face à la plus belle situation. Quand on est riverain sur l'île, on est les rois. Et donc finalement, l'idée d'habiter une île et pas un îlot urbain, c'est que finalement, il n'y a pas de mauvaise périphérie, comme disait l'autre. Il n'y a pas de mauvaise périphérie, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais il n'y a que des bonnes situations. Voilà, il n'y a pas de bonnes et mauvaises situations. Il n'y a que des bonnes situations. Et c'est vrai que le rapport au canal, c'était un petit peu compliqué de se dire il y a le premier rang, là, le deuxième rang, il y a le troisième rang. Là, il n'y a que des premiers rangs, quasiment. Et finalement, entre chaque île, donc, effectivement, qui compose cet archipel, et on cabote d'île en l'île, parce qu'effectivement, on va plutôt y aller à pied, à vélo qu'en voiture. Donc l'idée de caboter d'île en île aussi, c'est un mode de vie, ce n'est pas qu'un cadre de vie, c'est aussi un mode d'habiter, ce mode de vie. Entre chaque île, on a ces chenaux qui permettent effectivement d'installer des systèmes naturels qui gèrent l'eau entre le canal et l'ordre naturel, et qui gèrent aussi les continuités de biodiversité. Finalement, ce système urbain est capable aussi de renforcer l'écosystème naturel de la vallée de l'Orne. Et d'ailleurs, même l'Adréal et le Conservatoire littoral le confirment. Voilà, on peut passer. On va rentrer dans l'explication du projet de manière un petit peu plus technique. Donc, je le disais, environ 300 logements par île ou par hameau, desservis par une voie en terrasse, donc volontairement un petit peu sinueuse, puisqu'elle elle sera en zone 30, voire en zone 20. Elle dessert chaque île et en premier lieu le parking silo de chaque île. Alors le principe des parkings silos, c'est un principe général à l'échelle du projet d'intérêt métropolitain ou d'intérêt majeur de Camp-Presqu'île. L'ensemble des projets gèrent le stationnement dans des parkings silos. Et c'est vrai que ces parkings silos, aujourd'hui, dans le cadre des écoquartiers, c'est tout à fait intéressant parce qu'on ne sait pas ce que sera la mobilité de demain. On peut essayer de lire dans une boule de cristal, on ne saura pas. Mais en tout cas, ces parkings silos, ils ont l'avantage d'être réversibles, d'avoir une évolutivité dans le temps, plus de voitures, moins de voitures, des plus petites places, des plus grandes places. Et ces parkings silos, pour nous aussi, on les a associés à des petits lieux de sociabilité, notamment par exemple sur l'île centrale, quand les premiers habitants vont arriver et qu'on n'aura pas encore de commerce, on a installé un espace avec une petite halle où pourront venir des food trucks, des marchés, des petits marchés forains qui pourront venir assurer du commerce aux premiers habitants.
Et donc chaque île fait environ 200 mètres de profondeur, donc tout à fait accessible à pied, et desservie par une petite rue intérieure voilà, en boucle, et dessert des logements de différents types, des maisons, des logements superposés et des petits collectifs. Voilà, alors on a des espaces publics, chaque île a son espace public, on va dire 2 quartiers. Je l'ai dit, Placette, Petit Square. Chaque île est reliée, toutes les îles sont reliées par une grande promenade piéton-cycle qui sera un espace planté et qui sera voilà, l'espace de déambulation principal du quartier. Et puis on a... C'est la route actuelle qui est recyclée. Voilà, c'est la route actuelle qui est recyclée. Pour faire un espace public majeur, là où la fondation est déjà créée, là où l'espace est déjà artificialisé, c'est là qu'on remet la promenade, où les piétons et les cycles peuvent effectivement s'épanouir et les habitants de chaque île se retrouver sur cet espace commun. Donc la priorité est donnée aux piétons, mais la voiture circule à l'intérieur de chaque île par ces petites rues que vous voyez en boucle. Voilà. Qui sont en double sens en entrée-sortie du parking silo et à sens unique à l'intérieur de l'île, ce qui permet de déposer ses courses, aller chercher ses enfants, déposer mémé, comme j'aime bien dire. Et nous, on est vraiment pour l'apaisement de la circulation, mais la voiture est un très bon outil, on en a besoin, donc on en a besoin aussi au plus près de son logement, donc par cette rue intérieure. Par contre, on a libéré entièrement les bords du canal de l'automobile. Donc là aussi, on a une déambulation piétonne qui se fait le long du canal. Peut-être même toutes les rives des îles sont piétonnes et naturelles, c'est-à-dire que les habitants des quartiers peuvent directement se retrouver dans tous les espaces naturels, sauf la rive sud, celle en tout cas en bas de l'image ici, qui était la terrasse urbaine, qui permet effectivement d'accoster sur l'île, d'y laisser éventuellement sa voiture, de se garer dans le silo. Et cette terrasse urbaine, on l'a choisie vraiment pour être une terrasse urbaine et pas une route qui passerait d'ici pour partir ailleurs, mais une terrasse où habiter à cet endroit-là est aussi signifiant, puisqu'on s'oriente d'un seul coup vers les espaces naturels de l'Orne et que ce quartier, cette île qui regarde l'Orne naturelle est une manière aussi de mettre en valeur cet espace naturel qui devra être effectivement à l'échelle métropolitaine un jour valorisé pour finaliser le projet. Et puis on a 2 espaces publics majeurs que sont la Darse, que l'on retrouvait dans les dessins précédents, auxquels Monsieur le maire tient tout particulièrement, qui fera l'objet très probablement d'installations d'activités nautiques. Donc c'est en travail sur ces questions-là. Et puis la proue, issue du travail de l'atelier Ruelle, qui est la grande place du quartier. Alors moi quand on avait été retenu au moment de l'offre, on avait identifié cet espace comme étant absolument merveilleux, puisque c'est un des rares espaces plein sud, ouvert sur le canal, ouvert sur le bassin d'Hérouville. Donc c'est un espace qui est à l'échelle métropolitaine, ça c'est clair, qui offrira des restaurants, un hôtel, des espaces de pause, de déambulation, voire des espaces d'animation. On peut imaginer un très beau feu d'artifice du 14 juillet à cet endroit-ci. Donc c'est un nouvel espace pour les Hérouvillais qui auront un lieu de vie, un lieu de fête sur le canal, mais aussi pour l'ensemble de l'agglomération cannaise. Et voilà. Donc les mobilités, j'en ai déjà parlé, mais on voit bien sur ce schéma donc l'échelle des différentes mobilités. Donc la déviation de la desserte portuaire qui se situe ici, la rue terrasse qui dessert l'ensemble du quartier, qui permet d'accoster sur chacune des îles, comme l'a dit Thierry, et qui permet ensuite d'accéder au parking silo ou d'accéder à la rue intérieure de chacune des îles, qu'on a appelée la rue des voisins, parce que c'est vraiment une rue très apaisée en zone de rencontre. C'est moi qui fais là ou c'est toi? Ah bon, d'accord. J'avais pas fini, mais c'est pas grave. C'est pressé. Voilà. C'est important aussi de dire que il est clairement souhaitable que des continuités vélo puissent se faire dans le quartier. Donc c'est pour ça que la grande promenade centrale servira notamment à ça. Mais au-delà de ça, puisqu'on est à 15 minutes à vélo, je l'ai fait, de la gare de Caen. Donc on est dans un quartier d'Hérouville, on est à grande proximité de Colombelles, mais on est à 15 minutes à vélo de la gare de Caen par la rue de l'Orne. Et en pleine nature. Voilà, en pleine nature, ce qui est un trajet tout à fait agréable. Et ensuite, on espère et on tient aussi à ce qu'il y ait un franchissement par un bac entre le quartier et le continent au niveau du restaurant de l'Espérance, là où historiquement il y en avait un.
pour aussi les écoles le matin, le soir, pour que les enfants du quartier puissent se rendre à l'école en dehors du fait d'y aller en voiture. D'un point de vue programmation, voilà. Donc on a parlé de 1300 logements, donc 100 000 m² en tout pour les programmes du quartier, mais pas que des logements, une résidence service senior qui s'installera sur la 2e île, des services aux habitants qu'on a indiqués en violet ici, donc vous voyez sur les, notamment associés au parking silo central qui pourrait être ce lieu pour accueillir des commerces forains, la base nautique, une crèche, des commerces et restaurants qui se situeront autour de entre la 3e et la 4e île autour de la proue, et un hôtel et qui aura une situation extraordinaire sur le bassin d'Hérouville et sur le canal. Donc vous voyez ici la répartition des typologies de logements. En jaune, des maisons individuelles. C'est très important d'offrir des typologies pour tout type d'habitants, tout type de famille. Donc c'est un quartier qui a une forme d'urbanité avec quand même un petit peu d'intensité. On a malgré tout des maisons avec des jardins. Chacune des maisons, alors contrairement aux autres typologies, les maisons ont un garage et un petit carport. Donc ne se gareront pas dans le parking silo. On a des logements superposés, donc qui seront des formes superposées de maisons, donc R+2, R+3, et des collectifs que l'on voit ici en bleu, avec les répartitions, je ne vais pas insister, mais que vous avez ici. Les maisons prennent quand même une certaine part en emprise au sol, mais une part faible finalement en nombre de logements, bien entendu, puisque c'est des maisons en R+1. Voilà, en résumé, je pense qu'on peut continuer à passer. On va maintenant détailler la vie au sein de chacune des îles, en partant bien sûr des espaces publics. Donc là, c'est un zoom sur la 2e île. Je réexplique pour ceux qui n'ont pas tout à fait bien compris. Donc vous voyez ici la desserte portuaire, vous voyez ici la voie, la terrasse du quartier qui dessert l'ensemble des îles, un parking silo à l'entrée, en entrée-sortie, et puis la rue intérieure du quartier qui dessert l'ensemble des logements en dépose ponctuelle pour ses courses ou autres. Des typologies variées, donc des maisons, des petits collectifs, des logements superposés. Ici, c'est le zoom sur la résidence senior service. Donc vous voyez que les logements ont tous un adressage en intérieur de quartier et tous un adressage en extérieur de quartier avec la vue sur ces chenaux ou ces jardins d'eau. Et puis un certain nombre de petites venelles ou passages qui permettent justement, depuis le quartier, depuis l'intérieur du quartier, sa placette, sa promenade, de regagner ces jardins d'eau et le bord du canal. Un petit mot peut-être sur ce zoom. Non, si on peut juste rester voilà, sur le zoom. Juste, aujourd'hui, la rive est droite, et donc le contact entre la terre et l'eau est rectiligne et est assez limité. Aujourd'hui, demain, le projet qui propose des avancées et des reculs fait qu'effectivement, avec ces zones humides qui seront liées à la gestion de l'eau, on développe beaucoup le sentiment de littoral et cette proximité de l'eau. Et du coup, c'est ces continuités de nature qui sont essentielles effectivement pour recueillir nos eaux, mais pour aussi renaturer l'écosystème de la vallée de l'Orne, et aussi important sur la terrasse urbaine. Je voulais revenir un mot là-dessus, parce que sur ces terrasses sur l'est, donc en bas des îles, ici, on a effectivement ces terrasses qui permettent de rentrer sur chaque île, mais ensuite on voit qu'on traverse sur la pointe des pieds des espaces naturels, parce qu'un des enjeux, effectivement, c'est que ces continuités qui traversent d'une île à l'autre soient les plus légères possibles, soient les plus perméables possibles, pour que, effectivement, l'hydraulique et les petites bestioles puissent effectivement passer par ces endroits-là et permettre effectivement de rejoindre librement l'Orne naturelle et le canal. J'ai oublié de préciser dans le schéma programmatique qu'en dehors des parkings silos qui sont plutôt côté justement voie principale du quartier, terrasse urbaine, on a aussi des locaux d'activité, des petits bureaux qui sont autant de, on va dire, d'adresses sur cette façade-là, mais aussi de limite à l'éventuel bruit de la future desserte portuaire si jamais elle ne roule pas à 50 km/h, n'est-ce pas Ghislaine ? À suivre. À suivre.
Donc vous voyez une petite axonométrie en 3 dimensions, schématique, mais néanmoins tout à fait juste sur les épanelages et la densité que le projet propose. Tous les lots ont des jardins. Leur jardin individuel pour les maisons, bien sûr, jardin collectif pour les petits collectifs ou les logements superposés. Et toutes les îles ont voilà, des espaces communs. Donc vous voyez ici la petite placette centrale avec l'espace d'accueil des commerces forains, la promenade centrale et puis le rapport au paysage et le rapport à l'eau de l'ensemble de chaque île. 2 petits mots. D'abord, effectivement, je voulais dire un mot parce que c'est là-dessus que Claire excelle et ses équipes aussi. C'est sur la diversité des typologies et l'assemblage de chaque île où on n'a pas une sorte de forme monolithique d'un quartier de ZAC, excusez-moi, de cette époque où on faisait effectivement des monuments urbains. Et là, on est vraiment dans le voisinage et dans ces petites échelles qui vont faire qu'effectivement chacun se sentira bien, chacun à son échelle, et que cet assemblage il doit être effectivement savant pour être heureux. Deuxième remarque aussi, c'est qu'on voit bien effectivement l'étendue du canal ici, monument indiscutable, mais on voit aussi l'étendue des espaces naturels potentiels de tout l'ordre naturel de l'autre côté, et c'est pas rien, et qu'habiter sur cette rive-là, et valoriser cette rive-là à l'échelle métropolitaine de Caen-la-Mer, c'est véritablement un enjeu extrêmement fort, effectivement, parce qu'on peut urbaniser la vallée, mais on peut aussi y développer des espaces de nature plus puissants qu'avant pour que ce soit effectivement des promenades qui permettent de réunir Caen et la mer. Voilà, donc des typologies variées comme l'a dit Thierry, logement collectif, duplex superposé, maison et bureau d'activité côté desserte portuaire. Alors oui, ces assemblages, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur pour que la ville soit aimable. Monsieur le maire, ce qui lui tient à cœur, c'est les toits. Donc on va travailler avec vous, opérateurs, sur une architecture contemporaine, mais en même temps qui s'inspire des principes constructifs et des principes morphologiques de la région. Donc il y a tout un travail encore architectural à faire. On doit faire des visites pour mettre en place cette culture commune et cette exigence qu'on aura sur l'architecture du quartier pour qu'elle s'intègre véritablement dans le site et dans son contexte hérouvillais face au quartier historique d'Hérouville d'ailleurs. Moderne et local. Voilà, alors une petite visualisation de ce que ça pourrait être. Alors ça n'est qu'une perspective sur la Darse notamment, donc vous voyez les épanelages variés. L'important pour nous, alors on a travaillé sur des bâtiments avec des logements qui sont traversants pour avoir donc ces vues vers l'intérieur du quartier et ces vues vers les chenaux et les jardins d'eau et vers le canal. Donc ce qui fait que ça forcément ça rythme les bâtiments, donc ça crée un rythme de bâti et de façade urbaine qui nous semble agréable et plus intéressante que des linéaires de bâtiments monotones et voilà et trop massifs. Les grands espaces publics, donc effectivement, comme le disait Claire, on a... Alors, elle mentionne 2 espaces publics majeurs qui sont effectivement la Proue et la Darse, parce qu'ils sont majeurs en termes d'intensité urbaine et d'image urbaine attractive, mémorable, mais on a aussi les jardins d'eau qui vont avoir effectivement d'autres valeurs et d'autres intérêts qui sont effectivement plus celui effectivement à la fois de cette dimension naturelle et puis d'une activité plus quotidienne des habitants et des riverains. Donc, la Proue, c'est effectivement cet espace-là qui est... orienté plein sud et qui est un espace public qui ressemble finalement à un port normand, avec des espaces publics assez larges, des bâtis qui vont, donc on va peut-être passer sur l'image suivante, on va le voir mieux sur l'image suivante, je pense, voilà, un bâti qui vient effectivement véritablement tenir la place, composer cet espace en cirque qui ouvre sur le bassin d'Hérouville, et avec en plus cette estacade qui permet d'offrir un lieu en balcon sur l'eau, au milieu de l'eau, et qui va être là aussi effectivement un lieu assez incroyable où on va pouvoir venir effectivement nombreux. S'installer au soleil. S'installer, oui, c'est ça. Boire des coups. Bon, voilà. Boire un petit calva. Voilà, donc ça peut donner cette image-là, effectivement, et on sent bien que cette pièce incroyable du plan d'eau, c'est à la fois effectivement un truc mémorable, et en même temps c'est tout proche de la rive d'en face, et que finalement habiter à cet endroit-là est aussi une manière de réconcilier la ville et de rapprocher les rives urbaines qui aujourd'hui étaient à distance, effectivement tenues à distance par la vallée.
Cette image-là, donc, elle a tourné pas mal pendant les présentations précédentes, mais elle est assez explicite de l'idée qu'on peut se faire de l'intérêt d'habiter au bord de l'eau. Alors, oui, c'est le lieu le plus intense d'ailleurs en termes de morphologie bâtie aussi, puisque c'est un espace qui a été créé à l'échelle de l'agglomération, et pour que la vie puisse s'installer, il y ait des cafés, etc., on a besoin de plus de hauteur et de plus d'habitants à proximité. Donc le deuxième espace, c'est la darse, cet espace-là compose aussi un rapport avec l'eau, mais qui est plutôt en plage naturelle, c'est-à-dire la pelouse tombe dans l'eau, l'herbe tombe dans l'eau, donc comme une plage verte, et en même temps une cale descend aussi tranquillement dans l'eau pour pouvoir mettre à l'eau des bateaux et mettre des canoës, etc. Donc c'est un lieu où le rapport à l'eau est plus actif, parce qu'on a cette grande place ici où effectivement les canoës peuvent être stockés et finalement les bassins peuvent servir là de lieu de départ pour les mises à l'eau. Alors on espère qu'un jour la halte nautique d'Hérouville s'installera ici. Donc on pourrait imaginer un jour de week-end et de beau temps, des canoës qui sortent dans le cadre d'un club nautique qui s'installe à proximité. Donc vous voyez cette cale dont parlait Thierry, et cette terrasse haute qui se poursuit le long du chemin de halage de notre côté, du côté du quartier Archipel, et qui va regagner l'île d'à côté en passant par le jardin d'eau. Il y a un gros travail de topographie fine à établir pour avoir le sentiment d'habiter au bord de l'eau alors qu'on est quand même plus de mètres au-dessus de l'eau. Donc il faut effectivement arriver à se poser auprès de l'eau et ensuite trouver effectivement la manière de descendre tranquillement par les espaces naturels véritablement dans l'eau. Donc habiter au bord de l'eau, mais pouvoir effectivement avoir des usages qui sont vraiment dans l'eau. Les chenaux, donc là ce sont effectivement les espaces naturels qui finalement complètent chacune de ces figures urbaines. Elles sont dans le système dont parlait Claire tout à l'heure, de ces chenaux qui relient naturellement le canal à l'Orne et qui restaurent même des continuités naturelles qui avaient disparu. Et donc on a cette image effectivement des jardins d'eau qui sont aussi des lieux d'usage puisqu'on peut habiter au bord des jardins d'eau effectivement, et on n'est pas plus malheureux d'être là que de ne pas être face au miroir du canal. Et cette proximité des jardins, on sort de chez soi et puis on partage ces prairies où il peut y avoir à la fois des expériences, on peut avoir peut-être cultivé la nature, on peut y avoir des aires de jeu, on peut y faire de l'observation de la nature, parce que l'idée c'est quand même que ces espaces-là aient une dimension extrêmement naturelle et une gestion très légère pour qu'effectivement on soit immergé dans la nature et qu'on s'éloigne un tout petit peu de cette idée de l'espace vert. Et une dernière image d'ATJ graphique. Vue de haut, où on comprend bien le rapport entre le futur quartier, là au niveau de la darse et du jardin d'eau voisin, du canal et d'Hérouville qui se situe juste en face. Donc finalement on est très proche, même si on est à distance par le canal. Donc c'est vraiment un vis-à-vis, on va dire aimable, qu'on souhaite installer, avec une alternance par ces îles de vis-à-vis naturel et de vis-à-vis habité. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, merci. Claire Shorter et Thierry Laverne, pour cette présentation déjà très complète. Nous rejoint Aymeric Poupel, DGA pour Next City au pôle aménagement, pour une présentation. Là, on va plus parler commercialisation, bien sûr, et calendrier peut-être aussi. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Certains se disent « Ah, maintenant, on a eu le détail. Passons aux choses sérieuses. » Évidemment, c'est un projet d'ampleur qui court jusqu'en 2035 pour son achèvement. 1300 logements, des bureaux, des espaces publics avec une telle ampleur, intensité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on va vous parler du phasage. On peut passer à la slide d'après. Ça va être fait en 4 grandes étapes. 4 îles, 4 grandes étapes, 4 phases. La première phase va se trouver au nord du site. Ça marche comme ça? Ok. Hop, je vais me mettre debout, c'est plus simple. Voilà, donc une première grande phase qui va englober à la fois le chenal, pour reprendre le terme, qui est déjà le fossé de ligne qui est déjà au nord, à peu près 300 logements, 2000 m² de bureaux d'activité, la darse,
ce lieu de vie qui doit, on l'espère, accueillir des choses liées aux nautiques, des activités liées aux nautiques, et puis du loisir et de la déambulation. Et puis le jardin d'eau, le premier jardin d'eau au sud qui va en fait marquer la rive avec la future phase 2. Donc, hop là. On va créer une amorce sur le giratoire actuel de RVI. Et puis, on viendra raccrocher la RD 402, puisqu'il y a le temps de la réalisation de la desserte portuaire phase 2. Et donc, il faudra créer une première déviation. Oui, et de surcroît, j'enlève le masque parce qu'il me gêne, merci. Oui, effectivement, le pont de Colombelle, la mise en service, c'est 2023-24. Va être déplacé de quelques dizaines de mètres vers le nord. Et donc, il y aura des réaménagements à ce niveau-là, bien entendu. Donc 2 macrolos sur la première phase, de part et d'autre. Alors c'est ouest et est en fait. Hein. Vous avez tous suivi que l'image avait pivoté de 90 degrés. À peu près 200 logements pour le macrolo le long du canal. Et puis de l'autre côté, une centaine de logements avec les bureaux, les 2000 m² de bureaux prévisionnels, et macrolo dans lequel va venir s'insérer le parking silo. L'idée sur la commercialisation et la mise en commercialisation, c'est d'avoir en fait sur chacun des macrolos, au vu de leur ampleur et de leur particularité, des groupements de promoteurs. Donc on va en fait, les modalités restent à définir, mais on va solliciter des appels de groupements de promoteurs bailleurs, investisseurs éventuellement pour les bureaux. Là-dessus, il n'y a pas de dogme. Et puis, sur chaque macrolo, l'idée, c'est d'arriver à travailler avec 3 architectes et un paysagiste. En 2 temps, dans un premier temps, et ça c'est dans le courant de l'année 2022, donc de faire les appels sur méthodologie. Alors on va établir un cahier des charges et donc on demandera aux groupements qui se présentent de s'engager de proposer leur méthodologie et de s'engager sur les critères environnementaux, les caractéristiques techniques environnementales pour être en avance sur plus ambitieux que les RE, la qualité d'usage bien entendu, on sait que c'est cher à monsieur le maire mais c'est cher à tout le monde. Comment ? Les placards. Et la charge foncière sera indiquée. Et dans un deuxième temps, une fois que les groupements auront été choisis en comité de pilotage, c'est-à-dire aménageurs, équipe de maîtrise d'œuvre et ville, viendra le temps où on travaillera sur les architectes qui seraient sollicités pour venir travailler donc, sur chacun des macrolos. Et ensuite, donc, dans le courant 2022, va se passer ces 2 événements et on montera le travail ensemble avec la ville, aménageurs et les groupements qui seront, les opérateurs qui seront retenus. En termes de calendrier, voilà, donc je disais ça va se passer en 2022. On a encore un temps de procédure administrative environnementale, mise en compatibilité de PLU et dossier de loi sur l'eau. Tout ça nous amène à un dossier de réalisation sur le début de l'année 2023. Qui nous permettra d'enclencher les travaux de viabilité, de démarrer les travaux de viabilité de la première phase. Le temps de livraison reste à déterminer des terrains parce qu'il y a des enjeux et il faut faire attention aux interactions et si possible les éliminer entre les promoteurs et les entreprises d'espace public. Mais l'idée, le temps de la livraison des terrains, c'est de travailler les projets, que les permis soient déposés, obtenus, purgés, les commercialisations lancées, pour que fin 2023, début 2024, les travaux des logements puissent commencer pour avoir des habitants les premiers habitants de la première phase en 2025. Je crois que j'ai fait le tour. 2025, c'est pas très loin. Et Rodolphe Thomas, vous allez venir nous en parler parce que vous allez venir nous parler de ce qui va se passer en 2025. Je vous invite à nous rejoindre. On va passer une série de petites questions. Thierry, vous pouvez rester là. Je ne vous chasse pas.
Oui, l'idée c'était Alors on a bien vu, hein, il y a une grande diversité d'activités possibles sur cet écoquartier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus des usages que vous espérez et que vous souhaitez à court terme et long terme sur cette partie de votre commune? Je pense que ça a été, encore une fois, rappelé, hein, les usages, ça a été dit encore une fois en propos introductif, c'est comment faire en sorte que chaque nouvel arrivant, chaque nouvel habitant puisse se retrouver. Et donc c'est aussi d'offrir la possibilité d'une diversité d'offres de services, d'une qualité de mode d'habiter. Et vous parlez à l'instant de la base nautique. Voilà, c'est une projection. Bien sûr, faut avoir cette activité et tout ce qui a un rapport à l'eau. On l'a dit avec Claire tout à l'heure sur la restauration ou les restaurants côté sud. Donc on essaiera de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Et faire en sorte aussi que ce projet soit pas un îlot trop isolé. C'est la difficulté qu'on aura, tant pis j'anticipe, c'est d'y aller par phasage, vous voyez, donc 2023, 2025 jusqu'en 2030. Et donc comment faire en sorte d'essayer d'aller le plus rapidement possible, sans brûler bien sûr les étapes qui ont été rappelées tout à l'heure. Mais vraiment, cette volonté, c'est effectivement que chacun puisse s'y retrouver. Et lorsque c'est un investisseur, on s'engage sur un certain nombre d'années. Et lorsqu'on veut devenir propriétaire, il faut aussi créer toutes les conditions culturelles, éducatives, environnementales. Et en parlant de projet environnemental, je ne sais pas si on l'abordera, on en fait en sorte avec, je remercie Michel Lafont qui représente Caen la Mer, mais sur le chauffage urbain, là aussi on a une manière de repenser de ce qui s'est passé sur Hérouville, ça marche bien. On voit bien la tension internationale, l'augmentation des énergies fossiles, l'explosion du gaz, pétrole. Aujourd'hui, on a une opportunité extraordinaire pour Caen la Mer, grâce à l'usine d'incinération et la maîtrise complète du chauffage urbain. C'est aussi comme une manière comme une autre justement d'être un quartier attractif avec des projections qui s'inscrivent sur la durée. Parce qu'effectivement, on va essayer d'avoir en sorte, suite à la maîtrise du foncière, d'essayer de réduire les charges locatives de chaque propriétaire locataire. J'anticipe peut-être, non Donc voilà, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois, et que cet écoquartier s'adresse aux 7 de la naissance jusqu'on l'a dit tout à l'heure, avec une résidence senior. Et on ne peut pas vivre toute la vie dans un quartier, mais quoique. Claire, peut-être. Oui, vous souhaitiez ajouter quelque chose peut-être? Non, c'est juste important de dire qu'on a essayé dans ce quartier que effectivement tout le monde s'y retrouve, de la vie quotidienne. Donc chaque île a sa petite intériorité. Les rues sont apaisées afin qu'on puisse aussi retrouver des usages de jeux d'enfants dans la rue, jouer au foot en bas de chez soi. Et aussi du métropolitain. Alors on est dans une agglomération, mais néanmoins avec un certain rayonnement, un certain nombre de populations qui... Vous l'avez rappelé en introduction, l'ensemble des villes et des métropoles se réapproprient leur fleuve. Et donc, c'est aussi ce travail de réappropriation du fleuve avec ces espaces publics majeurs sur lesquels on a beaucoup insisté. Donc, c'est ces deux échelles qui sont importantes. Être bien chez soi, dans son logement, au pied de chez soi, avec ses voisins, et puis à l'échelle de son petit hameau, mais aussi à l'échelle de la métropole, donner envie de venir pratiquer, boire un verre, s'installer au bord du canal sur la proue. Alors on l'a vu, hein, l'un des éléments majeurs de ce projet, c'est d'aller grignoter sur les friches industrielles et éviter l'étalement urbain. Émeric Poupel, justement, en tant qu'aménageur, comment fait-on pour aller, quand on s'attaque comme ça à une friche industrielle, comment on fait pour investir un tel espace? On l'observe beaucoup, on regarde les qualités qu'il a, la cohérence qu'il a par rapport à la destination qu'on veut lui donner. Ça, c'est le travail qui a été mené par la collectivité. Dans un premier temps, c'est une étape qui est majeure mais là on est effectivement dans le thème, ça a été dit, aujourd'hui c'est dans les esprits de tout le monde, reconquérir les friches industrielles, mais aussi respecter leur histoire, ça commence par là en fait, quel est ce site, quel lien il a eu avec la ville et qu'en est-il aujourd'hui et comment on peut le réactiver, le régénérer. Et puis après c'est... la définition, selon la méthode de l'entonnoir certainement, mais d'ambition, et puis de le mettre de le rendre contemporain. Et c'est typiquement le cas de ce site. On l'a dit, il a été
secoué, traumatisé, mais il a eu une vraie histoire sur la ville d'Hérouville et d'une manière générale sur le territoire. Aujourd'hui, c'est de l'histoire passée, et forcément, et donc c'est comment on le rend de nouveau actif. Et aujourd'hui, il y a des vrais besoins. Il y a le besoin du logement. On ne va pas faire de polémique dans la salle, vu qu'on est à peu près tous d'accord, je pense, sur le sujet. En tout cas, c'est comment on lui redonne vie et pourquoi on veut le faire. Alors, il y a une partie très ambition politique. Et après, il y a une partie très créative, très professionnelle, des concepteurs et des réalisateurs. Et redonner vie, ça va passer par le paysage. Thierry Laverne, quand on voit toutes ces images, quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui et là où vous voulez aller, comment on fait pour changer la couleur tout simplement de cet espace-là? On repart dans cette question de l'histoire qu'évoquait Émeric. Moi, j'aime bien l'idée d'histoire naturelle, c'est-à-dire que notre histoire, effectivement, urbaine, notre histoire industrielle, elle est ce qu'elle est, elle dure le temps qu'elle dure. Il ne faut pas qu'on perde de vue cette idée de l'histoire naturelle. Et finalement, dans beaucoup de projets sur lesquels on travaille, on a la chance de le faire dans celui-là, c'est d'arriver à se réconcilier avec l'histoire naturelle des lieux dans lesquels on s'installe, et pour montrer qu'on n'est pas en contradiction quand on poursuit une histoire urbaine, mais qu'on se réinscrit dans une histoire naturelle, et que l'histoire industrielle a été un moment, que l'histoire urbaine maintenant est un nouveau moment, mais que cette histoire naturelle, c'est elle qui tient le fil de cette longue histoire, et qui permet effectivement de faire en sorte que non seulement on se sente bien là où on est, mais qu'on se prépare bien aussi dans une résilience aux événements et aux évolutions qui s'annoncent. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ces projets-là, qu'on les traite à partir du paysage et avec les échelles urbaines qu'on travaille avec Claire, c'est de faire en sorte que ce qui apparaissait comme des contraintes, on est loin de la ville, on est sur un site artificiel, on est tout ce qu'on imagine comme étant plutôt contraignant par rapport à l'idée naturelle qu'on se fait d'un projet urbain, devient des atouts. Et comment est-ce qu'on transforme chacun des handicaps en atouts, et comment on fait que le fait d'être loin, c'est pas d'être à l'écart, mais c'est d'être dans un ailleurs qui devient dépaysant et donc du coup très attractif. Et donc il faut forcer sur cette image naturelle pour que d'un seul coup cette dimension naturelle soit effectivement dépaysante et attractive et pas juste vécue comme une relégation. Et voilà, donc tout ça, et comment est-ce que cette question hydraulique, la montée des eaux, bien sûr que on peut pas le nier, et ça va advenir. Il se trouve qu'ici, effectivement, si on l'anticipe bien, on peut se préparer à ça et faire en sorte que peut-être même quand l'eau aura monté, on sera encore mieux que maintenant. Parce que cette distance qu'on a avec l'eau aujourd'hui, elle sera ce marnage, cette dimension naturelle du fleuve, elle va devenir effectivement un des éléments constituants du projet urbain et de la manière de vivre. Parce que ce qui est intéressant, et je finis juste, après je suis trop long et je vois que Ghislaine me fait les gros yeux, bien sûr, c'est que il faut en finir avec l'idée que les valeurs qu'on défend, c'est des notions de cadre de vie et qui seraient interchangeables. C'est-à-dire quand on arrive à mettre ces notions de nature, ces notions hydrauliques comme étant de l'ordre du mode de vie et pas du cadre de vie, c'est-à-dire que ce n'est pas interchangeable comme un cadre, c'est un mode de vie qui nous implique chacun en tant que citoyen, d'habitant, en tant que professionnel, en tant que responsable élu, dans cette effectivement d'une manière différente d'inventer notre relation avec la nature et avec l'avenir. Voilà, je suis trop long. Et on va rester juste sur l'avenir. Une dernière question, Claire Shorter, sur l'aspect de la mobilité, parce qu'on a aussi parlé de ça ce soir au cours de cette présentation. On voit qu'il n'y a aucun axe rapide dans ce quartier. Ça va être quelque chose de très novateur sur Caen-la-Mer. Il ne manquait plus qu'on fasse un axe rapide, hein, monsieur le maire. Vous ne voulez pas aller plus vite qu'à 20 km/h donc. Non, mais je le disais dans la présentation, on est à l'échelle d'un quartier. Et en plus, on n'est pas à l'échelle d'un quartier à mailler avec le reste de la ville, puisqu'on est par définition à distance de la ville. Donc la voiture, elle a sa place. Il y a des rues dans chaque île qui desservent l'ensemble des logements. La voiture ira ensuite se garer dans son parking silo, sauf quand on habitera une maison. Et puis, on a cette voie qui longe le quartier et qui dessert l'ensemble des îles. Après, la desserte portuaire est là. C'est la voie de la vitesse. Elle existe déjà et malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Donc, non, on n'a pas d'axe rapide et on est aussi dans une logique d'approche sur la voiture et sur les mobilités de décarboner au maximum. Donc, après, la voiture électrique, elle est décarbonée. Donc, on ne diabolise pas du tout la voiture, on l'intègre dans l'aménagement, mais on libère l'ensemble des rives de la voiture telles qu'elles c'était dans les projets précédents. Notre travail, ça a été vraiment de libérer les rives et libérer les bords de nature de la voiture pour les laisser aux piétons. Ça nous semble le plus essentiel.
Ça, si je peux me permettre, en complément de ce que vient de rappeler Claire, hein, donc on est en 2022, la projection 2025 jusqu'en 2030, donc on ne sait pas ce que sera aujourd'hui le parc automobile, mais on le voit bien, il y a une accélération d'utilisation et d'acquisition, même si c'est encore cher, de véhicules électriques. On en parlait hier, il y avait Michel, donc je n'ai pas salué aussi Lionel Marie, donc le maire de Blainville, sur la ZFE, la zone à faible émission. Là, on est de plus en plus contraint, où il va falloir faire des choix, et ces choix, on est obligé de les mettre pour respecter les circulaires ou les décrets ministériels, pour justement faire en sorte que tous les moteurs thermiques diesel d'il y a 20 ans, malheureusement, pour ça c'est toujours un débat là-dessus, comment imposer de façon draconienne la séparation de son véhicule, c'est la liberté, et pour celles et ceux qui n'ont pas trop les moyens. Donc voilà, il y a toute une phase sur laquelle on aura une approche, mais aujourd'hui, effectivement, 50-70, on voit bien Renault Trucks à côté, produit aujourd'hui sauf erreur, que des camions électriques. Donc, et avec la ZFE, tous les véhicules, qu'ils soient poids lourds ou touristes, vont être dans une obligation de respecter cela. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout la même approche, à la fois sur la pollution demain que sur le volet sonore. Donc, ça peut être inquiétant, anxiogène tout de suite, mais je suis assez confiant pour demain rassurer les habitants qui pourront subir, alors les habitants de Colombelles, mais comme celles et ceux qui sont sur Urvel actuellement ou sur la presqu'île. Claire Shorter, oui. Cette diversité de points de vue, ça vous fait pas peur? Non, mais la question du changement de mode d'énergie des véhicules ou même de mode d'usage se retrouve aussi dans les parkings silos. C'est-à-dire que si tout le monde ne peut pas acheter une voiture électrique, peut-être que demain, dans les parkings silos qui sont prévus, il y aura un parc à l'échelle de chacun des îlots de quelques voitures pour pouvoir aller déambuler en voiture quand on en a besoin. Donc la question de la propriété de la voiture aujourd'hui nous semble évidente. Demain, elle ne sera peut-être pas. Et cette typologie, cette proposition de parking silo rentre aussi dans cette notion d'évolution des modes de vie qu'on rend possible. On ne les impose pas, mais on les rend possibles. Et puis, pareil, alors donc on parle de la ZFE, la difficulté ou la façon dont il y avait certaines inquiétudes entre Caen, et ça y est, c'est parti, la presqu'île, la pointe de la presqu'île de Caen, et puis les dépôts pétroliers. Le charbonnage qui a disparu depuis maintenant 10 ans, et donc les DPC, dépôts pétroliers côtiers, c'est effectivement une rupture géographique, et on ne peut pas accéder pour l'instant, mais demain les citernes, qui sont installées depuis quelques décennies, vont-elles ou pas disparaître au profit effectivement de d'autres, et le souhait, peut-être dans 10 ans, on pourra traverser, on pourra construire en lieu et place, peut-être, de certaines réserves gazières ou pétrolifères. Donc voilà, là on se projette vraiment sur l'avenir, et puis tel que c'est parti, de toute façon on n'a pas le choix, donc ça va s'accélérer, et autant s'y apprêter et de l'anticiper avec ce qu'on vous propose ce soir, vous toutes et vous tous qui, je l'espère, après de cette présentation, intéressés. Alors, cette présentation touche presque à sa fin. Est-ce que dans l'assistance, dans le public, peut-être quelques questions très concrètes sur certains points? Non, pas Lionel. Non, mais t'inquiète pas, Rodolphe. Je ne vais pas te casser ta cabane. Non, simplement, c'est pas évoqué, donc il faut l'évoquer. Cette réalisation est de l'autre côté du pont, en toute proximité d'une zone industrielle. C'est la zone du port industriel de Blainville. On a parlé de Renault Trucks, mais Agrial, etc. Et donc la question qui se pose, alors j'avais informé Rodolphe quand même de mon regret de ne pas avoir été associé à la réflexion dans ce dossier-là, parce qu'il y a quand même une question autour de la capacité de cohabiter, si vous voulez, de résidence de ce type en toute proximité d'une zone industrielle qui est en pleine activité et qui, il ne faut pas se le cacher, pollue du point de vue du bruit, mais aussi du point de vue de la qualité de l'air. On a, nous, à Blainville, comme à Hérouville d'ailleurs, selon le sens des vents,
des séquelles au niveau de la qualité de l'air de certaines activités. Je pense au chargement des céréales par Agrial, par exemple, sur lesquels d'ailleurs on se bat pour avoir des équipements qui permettent effectivement de mesurer de manière pérenne comment évolue la qualité de l'air et également le bruit. Donc la question qui se pose là, c'est est-ce que vous l'avez évoqué, est-ce que vous l'avez traité? C'est cette question de la capacité finalement de cohabiter en toute proximité, à peine quelques centaines de mètres de cette zone industrielle qui est celle du port de Blainville. Non, mais la question des zones industrielles est réglementée par des établissements de type Céveso ou non, des établissements classés. Donc, de ce point de vue-là, le site de l'écoquartier n'est pas concerné par ces questions-là. Il y a des vraies questions liées au transport des camions et donc à la présence de la desserte portuaire à proximité qu'on a plutôt eu tendance à accueillir. C'est-à-dire que nous, on considère que les usages et les différentes questions de la ville doivent savoir cohabiter. Et donc, le fait d'avoir un flux à proximité du quartier, à condition qu'il roule à 50 km/h, nous paraissait tout à fait possible. D'autant plus si demain, les véhicules deviennent électriques. Pour ce qui concerne les autres contraintes que vous évoquez, les contraintes de qualité de l'air et olfactives, ce quartier-là n'est pas plus proche de cette zone que les quartiers d'Hérouville qui sont de l'autre côté du canal. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ces contraintes, on les connaît. On a travaillé à justement créer un maximum de zones tampons avec ces filtres végétaux autour de chacune des îles aussi pour nuancer toutes ces questions-là. Mais voilà, le site aujourd'hui n'est pas contraint par des situations industrielles qui empêcheraient sa réalisation. Et puis, heureusement ou malheureusement, enfin ça dépend, heureusement pour les habitants proches et malheureusement peut-être parce que c'est des investissements lourds pour Renault Trucks de se mettre en normes, en conformité de rejet de pollution. Donc à tel point où Renault Trucks souhaite justement ce qui soit alimenté par le chauffage urbain. Donc ils ont pris conscience pour faire des économies d'énergie, mais en plus pour éviter de déverser de la pollution suite au chauffage. Bon, vous voyez, donc il y a une prise de conscience industrielle déjà pour notre principal groupe industriel qui est Renault Trucks. Après, Agrial est aussi confronté à tout à fait les mêmes normes. Agrial sur Hérouville est contrôlé, inspecté régulièrement pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Donc moi, je ne suis pas inquiet, mais comment faire en sorte qu'à long ou moyen terme, faire en sorte que ça cohabite. Et c'est vrai que l'industrie aéroportuaire d'Hérouville n'existe plus. Il reste encore de l'activité. Moi, je fais la différence entre l'activité portuaire et de l'industrie aéroportuaire. Et effectivement, encore Blainville bénéficie effectivement de cette activité. Et on voit les nuisances que cela peut, comme tu le rappelais il y a quelques jours en conseil communautaire, les nuisances que cela peut générer pour les habitants de Blainville. Mais peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure. Donc après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Moi, je me suis battu. Voilà, je ne voulais pas commencer un peu mon introductif sur. Même moi, il y a plus de 10 ans, on s'est battu avec les élus de l'époque parce que la région voulait installer une plateforme de conteneurs. Donc, mais une plateforme de conteneurs de centaines et centaines de conteneurs. On s'est battu contre ça. On a attaqué le permis de construire. On a réussi effectivement à faire résonner la région à l'époque. Mais si la plateforme conteneurs avait été acceptée, alors bonjour les poids lourds, bonjour les trafics maritimes, le pont levé toutes les heures et ainsi de suite, avec tous les bruits olfactifs, sonores pour les habitants. Bon voilà, donc je préfère que ça soit non pas pour enlever l'industrie. L'industrie, elle est importante, et surtout avec Hervé et Agrial. Mais voilà, c'est une friche. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la friche ou est-ce qu'on essaye, comme ça a été rappelé tout à l'heure, d'essayer d'en profiter, essayer de trouver, conjuguer la cohabitation entre l'activité de ce type d'Agrial et Renault et les nouvelles productions d'écoquartiers. Voilà, mais on n'aura jamais trouvé la solution. Ce qu'on va régler aujourd'hui, dans 10 ans, on va être sujet à d'autres problèmes qu'on n'avait pas pensé. Oui, voilà, à chaque fois. D'autres questions dans la salle? Avant de passer à
un temps d'échange un peu plus proche de l'autre côté du rideau. C'est bien, ça paraît bien à tout le monde. Bon, bah super. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à, Donc, à la ville d'Hérouville. alors on va vous remettre quand même, Maxence, je crois que c'est prévu, on va vous remettre non pas les bons de commande, mais la plaquette qui vous a été présentée. Voilà, on continue l'aventure et comme je le disais tout à l'heure, on espère vraiment qu'on soit aussi en adéquation. C'est important d'être en adéquation avec les aspirations que vous souhaitez pour vous qui êtes les principaux acteurs aussi de l'aménagement urbain. Et on est à votre disposition, comme on l'a rappelé tout à l'heure, sur la période décidée de commercialisation. Il faut qu'on aille pas nécessairement vite, il ne faut pas qu'on brûle les étapes, il faut qu'elles soient respectées. Moi, j'apprends aussi, je regarde Michel et Lionel, on arrive plus, les commercialisations de 2022, 2023, je crois qu'il faut attendre 2023, si j'ai bien compris, pour comment dirais-je, acheter un appartement, voire 2024. Donc on voit bien qu'il y a une qualité, une demande, une aspiration en fonction du bassin de population, du bassin économique de Caen-la-Mer. Et donc on a une chance, une opportunité qu'il faut saisir. Elle peut continuer de progresser, elle peut se casser la figure, c'est ça, c'est l'économie, la vie est faite de haut et de bas. Mais positivons, inscrivons-nous justement, encore une fois, sur une projection dynamique de construction et surtout d'aspirer à ce que les gens ne partent pas d'Hérouville, encore moins de Caen-la-Mer, et de leur offrir une capacité, une possibilité d'investir, mais aussi de vivre convenablement et correctement avec leur peut-être pour certaines familles, le faible moyen. On n'a pas beaucoup parlé des logements sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est l'accession sociale à la propriété. J'y tiens tout particulièrement. Comment mailler, trouver cette mixité fonctionnelle et sociale qui est aussi une donnée essentielle à la construction de cet écoquartier. Voilà ce que je voulais peut-être terminer en mot de conclusion. Mais on peut en échanger. On vous invite à partager le verre de l'amitié. Et vous allez voir où il y a toute l'histoire du canal de Caen et qui vous permettra, encore une fois, de mieux appréhender ce qu'est l'environnement d'Hérouville, de cet écoquartier archipel. Merci à toutes, merci à tous.